Avant de rentrer à la fac il y a quelques années, j'appartenais à l'espèce sociale la plus universellement méprisée, le blanc des cités. Je viens d'un milieu financièrement lésé et relativement acculturé. Mon père travaille à la poste et ma mère est assistante médicale dans le public. Ils aiment avoir des horaires limités pour pouvoir passer des soirées ensemble à regarder des films à la télé. Le week-end, ils peuvent en regarder 3 d'affilée. Ils apprécient à peu près tous les genres, toutes les périodes, tous les styles. C'est leur seule pratique culturelle, avec le métal et la BD, et j'ai toujours bien aimé la partager avec eux. On a dû voir Shining de Kubrick au moins 10 fois en famille. Ma petite sœur a été traumatisée par le plan furtif de la pipe dans le couloir avec l'homme en costume d'ours, et on a mis au moins 4 visionnages avant de le remarquer. Après, j'ai lu le roman de Stephen King et je l'ai trouvé encore mieux que le film. Mes parents avaient dû me montrer toutes les adaptations cinématographiques des années 80-90 de son œuvre et la plupart sont incroyables. Je me suis dit que Stephen King était un génie d'inspirer toutes ces histoires et je me suis mis à lire à peu près tous ses livres. Du coup, je suis devenu bon en français au lycée. À force de lire, la grammaire s'améliore naturellement et on est de moins en moins mauvais en orthographe. Ma prof principale m'a fait découvrir les classiques de la littérature d'horreur, Bram Stoker, Mary Shelley, Sheridan Le Fanu, et m'a donné à lire des nouvelles fantastiques de Balzac et de Maupassant. Du coup, j'ai eu mon bac L avec mention très bien et j'ai obtenu une bourse d'études. Pour fêter ma réussite, on est allé voir Alice Cooper en concert tous ensemble en famille au Zénith de la Villette. Mon père était content que je m'inscrive en fac de lettres. Plus personne n'a envie de faire prof de nos jours. C'est vrai que c'était pas bien payé, mais on a la sécurité de l'emploi et 2 mois et demi de vacances. Il faut en faire juste assez pour obtenir la grègue et après c'est bon, on est sur des rails. La fonction publique c'est bien, ça te laisse pas mal de temps pour tes loisirs. Mes parents ont voté Mélenchon en 2012 et en 2017 parce qu'ils défendaient le statut des fonctionnaires, mais en 2022 ils sont passés au vote Marine, comme beaucoup de leurs collègues. C'est vrai que le quartier devenait vraiment difficile. Ma mère s'est fait braquer 2 fois en rentrant du travail à 18h et mon père s'est pris un coup de tête derrière son guichet par un arabe qui voulait son colissimo sans pièce d'identité. Depuis quelques années, tous les 5 du mois, lui et ses collègues étaient débordés par les Africains qui faisaient la queue jusqu'au bout de la rue devant le bureau de poste pour venir chercher leurs allocs. Je n'avais jamais eu trop d'amis au collège-lycée et à la Sorbonne c'était un peu pareil. Pendant toute ma scolarité, je me faisais chambrer parce que j'étais le seul blanc. Et à la fac, parce que j'étais le seul beauf. Adolescent, mon père m'avait inscrit en club de foot pour que je me fasse des copains, mais il n'y avait que des rebeux et surtout des renois avec leur culture de la vanne qui faisait marrer les filles à mes dépens. Dans les vestiaires, j'étais un peu leur souffre-douleur, avec mon petit torse pas très musclé, ils me traitaient de babtou fragile, de face de craie ou de gouari pure crème, et il fallait rigoler à chaque fois, sinon ils le prenaient mal. La plupart des autres gamins blancs avaient jeté l'éponge depuis longtemps, mais moi j'essayais encore de m'intégrer. Je faisais plein de musculation pour essayer de leur ressembler, mais je n'arrivais pas à développer ma masse musculaire. Une fois, un black m'a dit que c'était génétique, la morphologie skinny fat, donc ça servait à rien d'essayer de s'améliorer. J'avais tendance naturellement à prendre du gras au niveau des hanches et du ventre, et j'avais des difficultés à muscler mes pecs. J'essayais en plus du sport de manger des aliments protéinés pour augmenter la masse sèche et faire fondre les graisses superflues, mais rien n'y faisait, je conservais un aspect longiligne un peu mou. Je m'étais même fait faire une coupe de footballeur, mais je me faisais vanner sur mes petits cheveux lisses de PD. J'ai été content de ne pas les retrouver à la Sorbonne, où il y avait pratiquement que des blancs, et une majorité de filles assez jolies pour la plupart. On m'avait dit qu'en lettres, c'était là où l'on trouvait le plus de nanas. La plupart étaient gauchistes, un peu bourgeoises, et se moquaient pas mal de mes goûts culturels de petits prolos de banlieue. Ici, les nanas n'écoutaient pas de métal, mais plutôt du jazz, ou bien du rap bizarre qu'elles faisaient semblant d'aimer, pour faire bien. Je pensais m'y connaître un peu en cinéma grâce à mes parents, mais je découvrais qu'être cinéphile ne se limitait pas à avoir vu beaucoup de films, mais consistait à connaître précisément un certain type de film. Les films de genre et les productions américaines étaient perçus comme appartenant à une sous-catégorie du 7e art.
Pour les étudiants branchés, le cinéma était indien, asiatique ou au pire européen, à condition qu'il s'agisse de films d'auteur ennuyeux. Il fallait avoir vu au moins un film des Strauss-Buyet ou de Jean-Claude Rousseau pour pouvoir espérer choper une fille. De toute façon, je n'existais pas pour elle. Elle s'intéressait toutes au même genre de mecs qui militaient dans les syndicats de gauche, participaient au blocage et préparaient leur admission à Normal Sup. Moi, au mieux, j'aurais fini par enseigner le français en ZEP avec mon pauvre CAPES de merde. Et puis, je n'avais nulle part où les inviter à passer la soirée. Les mecs à succès avaient des garçonnières dans Paris, et ce n'était pas mon cas. Aucune étudiante ne se serait laissée baiser sur mon lit à une place, dans l'appartement minable de mes parents en HLM de banlieue, juste à côté de la chambre de ma sœur de 14 ans. Et je n'aurais jamais pu leur dire que mes parents votaient Marine. C'était la honte absolue. J'aurais dû les désavouer en public pour ça, mais je n'avais vraiment pas envie de les pourrir pour m'intégrer, même derrière leur dos. Parce que je les aimais bien, mes parents, et puis je les comprenais. Étant donné mon parcours, j'étais quasiment programmé pour en faire autant aux prochaines élections. Au cours de l'été, j'avais bossé 2 mois dans un McDo du nord-est de Paris, et j'avais vu défiler devant ma caisse, au milieu des touristes égarés, les pires racailles que les gares périphériques pouvaient déverser à longueur de journée sur la capitale par temps de canicule. Les collègues parlaient arabe entre eux avec une arrogance extrême, et me regardaient en rigolant pendant que je remplissais mes cornets de frites. On crevait de chaud derrière les caisses, et les clients en jogging casquette n'arrêtaient pas de m'agresser. Il fallait en permanence baisser les yeux, encaisser. Lorsque je rentrais le soir, il fallait que je paye le droit de douane à hauteur de 3 cigarettes quotidiennes à la bande qui stationnait au bout du tapis roulant de la sortie du RER. Je commençais à avoir la haine. De bosser pour 1200 balles par mois a changé à tout jamais mon regard sur les Arabes. Je ne voulais plus leur ressembler, mais les éviter, les fuir. À la fin du mois d'août, je pouvais vraiment plus les blairer. Mes vagues fréquentations gauchistes le sentirent assez rapidement. Je n'arrivais pas du tout à surenchérir aux homélies contre le racisme dans les conversations. Tout ce que je parvenais à faire, c'était me taire, et ça paraissait un peu suspect. Heureusement, il y avait un groupe d'étudiants plus discrets, dans l'ensemble un peu bourgeois, qui militaient au syndicat uni, classé plutôt à droite. Au départ, ils me firent un accueil assez chaleureux. Comme ils étaient beaucoup moins nombreux que l'UNEF, ils essayaient de recruter aux abords de la fac en distribuant des tracts quand ils n'étaient pas chassés à coups de poing par les gauchistes. Ils n'étaient pas vraiment racistes, mais semblaient tolérer davantage de racisme que les autres, en tout cas lorsqu'ils ne s'exprimaient pas trop bruyamment. Mais cette fois-ci, le hiatus était ailleurs. Ce qu'ils professaient comme système de valeurs ne correspondait pas vraiment à ce que j'étais, et je ne pouvais pas m'empêcher d'en concevoir une certaine honte. La plupart d'entre eux étaient catholiques, et tenaient cela d'une longue tradition familiale, alors que mes parents ne m'avaient même pas baptisé et écoutaient des vieux groupes de métal ringards dont les attributs scéniques étaient colorés d'un folklore satanique de pacotille. Si je leur avais dit que j'écoutais en famille les disques de black metaleux norvégiens qui avaient brûlé des églises dans les années 90, ils m'auraient probablement exclu du groupe. Pourtant, peu d'entre eux allaient régulièrement à la messe, c'était principalement une affaire de valeur. Ils prônaient la valeur travail contre l'assistanat, alors que mon père m'avait toujours insisté à en foutre le moins possible. Après tout, il était tranquille à la poste, le plus important dans la vie pour lui, avec l'amour et les loisirs, c'était avant tout d'être heureux. Il était pour la retraite à 60 ans, car non seulement il avait vu son propre père se tuer au travail à l'usine, mais il avait hâte de pouvoir regarder des films toute la journée et de se remettre à la guitare électrique qu'il pratiquait quand il était jeune. Et ça tombait bien, c'était dans le programme présidentiel de Marine. Tous semblaient extrêmement fiers de leurs parents et de l'histoire de leur famille. Ce n'était pas mon cas. Contrairement aux pères admirables de mes nouveaux amis, fils d'intellectuels, de notables ou de patrons, mon père à moi n'avait jamais rien accompli d'exceptionnel dont je pouvais me réclamer. Il faisait ce qu'il pouvait, comme la plupart des gens. Après tout, il était cool avec moi, j'avais toujours eu à bouffer, il m'avait jamais frappé, etc. Je n'avais pas spécialement d'admiration pour lui et je me contentais de l'aimer. C'était déjà bien comme ça.
Mes nouveaux camarades attachaient une grande importance à la transmission des savoirs, à l'éducation et à la culture classique et parlaient un peu comme des personnes âgées alors qu'ils avaient 20 ans. Il n'y avait pas de plus grand fléau pour eux que l'américanisation, en particulier celle des classes populaires, leur tendance à donner des prénoms anglo-saxons à leur progéniture, etc. Bien nourris depuis leur enfance avec des recettes traditionnelles et des plats raffinés, ils déploraient le remplacement de notre gastronomie par la prolifération des fast-foods. Je n'osais pas leur dire que l'un de mes auteurs préférés était Stephen King, ou pire encore, les inviter à manger un cheeseburger ou une pizza. Une minorité d'entre eux avaient des origines étrangères ou étaient vaguement métis. Ils citaient souvent la phrase de Romain Gary qui dit « Je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines » ou un truc comme ça, je ne sais plus. Il y avait aussi une citation d'Ernest Renan qui revenait tout le temps sur la nation qui n'était pas une race, mais quelque chose d'encore mieux que ça, ou je sais plus trop. La valeur cardinale qu'ils prenaient dans leurs discussions était le patriotisme et l'amour de la France. Je me sentais un peu éloigné de tout ça. Si j'avais au moins un truc en commun avec les Arabes de ma cité, c'est que je ne connaissais quasiment rien de la France. Pourtant, mes deux parents étaient de purs Français de souche, mais c'est à peine si je savais que leurs ancêtres étaient de Picardie ou de Bretagne. Je n'avais jamais mis un orteil en dehors de Paris, dont j'ignorais les 3/4 des arrondissements à peu près autant que la Drôme, le Massif central, le Vercors, la Lozère ou autres continents inconnus et obscurs à ma conscience. J'étais probablement le type le moins enraciné qu'ils auraient pu imaginer. Eux l'étaient bien davantage car leurs parents avaient des maisons de campagne dans des régions qu'ils trouvaient magnifiques, avec de beaux paysages naturels. Du coup, ils connaissaient tous des agriculteurs, des gens de la terre, des vrais Français du terroir. Et en vrai, je m'en foutais un peu de la France. Je voulais juste qu'on me respecte en tant que blanc. Bien qu'ils aient su me le cacher, je me doutais bien qu'ils avaient encore plus de mépris pour ma personne que pour les Arabes de ma banlieue. Les immigrés, en les dressant un peu à coups de trick, ils s'imaginaient au moins pouvoir en assimiler, comme ils le disaient, quelques-uns, leur faire chanter la Marseillaise, Aimé Montaigne et Marivaux. Moi, j'étais juste irrécupérable. Avec ma sous-culture de prolo américanisé et mes rêves de petits blancs bercés au heavy metal et biberonnés à Disneyland, j'étais un peu comme une sourasse. Les fréquenter en dehors des cours était une humiliation de chaque instant. Dans le secret de mon cœur, je les haïssais. Ils n'avaient que dégoût et dédain pour mon monde. Au fond, j'avais peut-être plus en commun avec un djihadiste qu'avec eux. Je m'apprêtais à annoncer à mes parents que je laissais tomber la fac lorsqu'une rencontre inattendue me fit changer d'avis. Un petit mec sympathique et souriant vient m'aborder au McDo du boulevard Saint-Michel. J'aimais bien rester au McDo pour réviser quelques heures l'après-midi. À travers la baie vitrée, je pouvais voir passer les filles et c'était le seul endroit du quartier où j'étais sûr de ne pas croiser ni droitard ni gauchiste. Le fast-food était en général pour tous les étudiants politisés des deux bords une sorte de zone de non-droit et constituait le point de ralliement interethnique de tous les beaufs de banlieue. Le jeune gablon qui s'est assis à côté de moi m'a tendu un tract. Il militait au syndicat des étudiants européens et m'expliquait ne pas pouvoir le faire aux abords immédiats de la Sorbonne. Les militants de l'UNEF pouvaient le virer ou l'agresser à plusieurs et les bons bourgeois de droite ne lèveraient sûrement pas le petit doigt pour le défendre face à la meute. En tête du tract, il y avait un symbole que je connaissais, la rune Nadjiz, que j'avais déjà vu sur des t-shirts et des patchs portés par des types bizarres que je croisais adolescents dans les concerts de métal. Elle se détachait en rouge sur le document. On a eu tout de suite une acquaintance sur le métal extrême. Il connaissait bien le sujet, contrairement à mes camarades de la fac qui préféraient la chanson française et la musique classique. D'après lui, je n'avais pas à avoir honte de mes goûts musicaux. Le métal, et particulièrement les scènes norvégiennes, finlandaises ou suédoises, étaient probablement l'une des seules productions culturelles authentiquement européennes qui soient dans le domaine de la musique populaire actuelle.
Le métal s'inscrivait en rupture totale avec les influences afro-américaines présentes dans le rock'n'roll et dans toutes ses déclinaisons. Si les Beatles et leurs descendants étaient certainement, comme le pensaient d'ailleurs les gauchistes, de la musique volée au noir par des blancs efféminés, on ne pouvait pas nous accuser d'appropriation culturelle pour tout ce que j'écoutais au casque à longueur de journée. Si le rock était à eux, le métal, en revanche, était bel et bien à nous. Ces accords et ces sonorités faisaient partie de notre patrimoine beaucoup plus que la techno ou la pop contemporaine. J'accrochais bien à son discours. Une fois le contact établi, il m'invita à une soirée pour me présenter sa bande. La petite fête était organisée dans l'appartement d'un mec de 26 ans qui terminait sa 7e année de médecine. Il était accueillant et super sympa. D'après le gars qui m'avait introduit, il restait à Paris la semaine pour ses études et il passait ses week-ends dans un village communautaire du Loir-et-Cher où vivait à peu près un tiers de la vingtaine d'invités de la soirée. Pour la première fois de ma vie, j'étais entouré de gens réellement bienveillants de tous horizons. Il y avait des étudiants de Sciences Po, en école de commerce, mais aussi des gars en lycée technique ou en formation professionnelle. Ici, il n'y avait ni jugement sur autrui, ni mépris de classe. On était juste entre blancs. Autre détail agréable, il n'y avait pas de filles. Je me demandais pourquoi il y avait aussi peu de tension dans nos rapports les uns aux autres. Pas de compétition, pas de combat de bites, mais de bonnes vibrations, de la fraternité, du respect mutuel. Ça faisait beaucoup de bien. On pouvait dire ce qu'on pensait sans avoir à rougir de notre regard sur le monde. Ce que nous ressentions était tout simplement normal et tout le monde le reconnaissait simplement. On tendait le bras tous ensemble en signe de ralliement, un peu comme les hippies faisaient le signe V avec leurs doigts. C'était même pas dans nos têtes une adhésion à l'ancien monde et à un régime réprouvé par l'histoire, c'était juste un symbole d'unité et de paix, la preuve que l'on pouvait tous ensemble être forts et respectés. Tout le monde buvait modérément et il n'y avait pas d'esclandre. Comme j'étais bien détendu, j'ai dû forcer un peu sur la bière et à la fin de la soirée, je m'étais allongé sans m'en rendre compte sur le canapé du gars. Je me suis assoupi alors que la fête se prolongeait tranquillement vers 2h du matin et à côté de moi, il y avait 2 mecs enlacés qui dormaient l'un contre l'autre. L'ambiance était douce et chaleureuse. J'ai fait un beau rêve cette nuit-là, mais je me rappelle plus. Quand je me suis levé vers midi, nous n'étions plus que 5 ou 6 dans l'appartement. Le petit mec qui m'avait invité était parti. L'étudiant en médecine était en train de prendre son petit déjeuner dans la cuisine et me faisait signe de le rejoindre. Il m'a tendu une tartine beurrée et du café et m'a dit qu'il allait bientôt préparer la voiture pour le départ vers le village. On était samedi et il était temps de rentrer au bercail. J'ai eu un moment de panique en pensant que le moment de grâce allait prendre fin. Il me serra dans ses bras un peu comme un enfant, il devait mesurer au moins 1m90. Le soleil nimbait la pièce d'une atmosphère sereine. En voyant mon air triste, il me dit que je pouvais venir avec lui. Avant, il fallait ranger. Tous ensemble, sans nous concerter, nous nous mettions à débarrasser les effets de la soirée, à jeter les débris de la fête dans un grand sac poubelle, tandis qu'un autre gars passait l'aspirateur derrière nous. J'étais pris dans un mouvement qui m'emportait tout seul, mécaniquement, sans forcer. Tous ces garçons me ressemblaient. Nous n'avions pas besoin de nous parler pour nous comprendre. Nous sommes répartis dans 2 voitures différentes. Le jeune médecin a démarré en avant avec 2 d'entre nous, tandis que moi, je suis monté avec 3 autres types qui m'ont accueilli parmi eux comme si j'avais toujours été l'un des leurs. Sur le trajet, nous n'avons presque rien dit. Nous écoutions un vieil album de Bourzoum dans l'autoradio en regardant défiler l'autoroute, et c'est en dépassant le périphérique que je sus que je ne retournerai plus jamais à la fac. Je n'avais pas prévenu ma mère que j'étais sorti de Paris, et à 19 ans, j'allais enfin découvrir la campagne. En arrivant sur place, je découvrais un imposant corps de ferme autour duquel s'activaient, employés à différents travaux, plus d'une centaine de jeunes hommes torse nus. J'eus presque un choc de voir autant de blancs d'un coup. Ça ne m'était pour ainsi dire jamais arrivé. L'un d'eux immédiatement m'a tendu un outil et m'a entraîné dans un champ pour cueillir des fruits et des légumes de saison, et en travaillant, j'oubliais tout. À la fin de la journée de 7 heures, nous mangions en plein air le produit de nos récoltes. Pour le dessert, nous avions des poires, je n'en avais jamais mangé d'aussi savoureuses et sucrées. Puis nous nous endormions à la belle étoile.
Pendant que je somnolais, il y avait un mec à côté de moi qui suçait la bite d'un autre gars. Ça me dérangeait pas, ça paraissait assez normal entre potes étant donné le contexte. Mes parents n'avaient jamais été antillais. Ça ne m'attirait pas en général, mais là, c'était différent. Je m'étais jamais de ma vie fait sucer par une fille. Je me demandais si c'était la même chose si c'était fait par un gars. Je ne pouvais pas savoir parce que je n'avais aucune expérience. Peut-être qu'il suffisait de fermer les yeux et de penser à autre chose et on pouvait imaginer ce qu'on voulait. J'étais presque tenté d'essayer, mais ils avaient l'air bien tous les deux, je voulais pas les gêner. Le dimanche fut consacré à des travaux de rénovation des bâtiments du village que la communauté venait de racheter. Un petit maçon de 22 ans m'apprenait avec patience à poser un enduit. Je n'avais jamais travaillé de mes mains. Mes parents n'auraient pas trop aimé que je fasse un métier manuel, ils savaient que c'était dur et pas très bien payé. Mais dans ces conditions, ça paraissait merveilleux d'être un ouvrier. Le jeune médecin était souvent derrière moi et ne me quittait pas des yeux. J'étais son protégé. À la fin de la journée, il me fit des prélèvements dans la bouche avec un petit écouvillon. En me souriant, il me dit qu'il n'était pas très inquiet du résultat. Il nota mon nom et mon adresse email sur son ordinateur, puis, à la nuit tombée, il me ramena en voiture en banlieue. Il y avait 2 autres types avec moi sur le siège arrière. Ils étaient tous les deux en droit à SAS et militaient au syndicat des étudiants européens. Je n'osais pas leur demander si on allait se revoir. En conduisant, le jeune médecin m'expliquait qu'il terminait son internat l'année prochaine et qu'il allait se spécialiser en médecine nucléaire. À la fin de son cycle, avec d'autres jeunes praticiens, il ouvrirait un centre hospitalier dans le village, le seul de la région avec autant de spécialités. Il proposerait des tarifs à la carte en fonction des patients. C'était important pour lui de soigner ceux qui d'ordinaire n'ont pas accès aux soins. Il me déposa devant chez moi avant de repartir vers Paris et me dit qu'il me contacterait. En rentrant chez moi, je me suis mis à pleurer sur mon lit. Le week-end que j'avais passé était de loin le plus beau de toute ma vie. Mes parents ne s'étaient pas inquiétés de mon absence, ils pensaient juste que j'étais avec une fille. Lorsque je suis arrivé à 22h30, ils étaient en train de terminer l'intégrale de Twin Peaks sur le canapé du salon avec un plateau repas. Ils l'avaient déjà vu 50 fois cette série, mais ils ne se lassaient pas. Après, je ne voulais plus sortir de chez moi. Je passais mes journées dans ma chambre à regarder des épisodes de Naruto et à jouer à Pokémon avec mon père lorsqu'il rentrait du boulot. Le monde me paraissait juste horrible. Je ne pourrais plus jamais revoir le quartier sans avoir envie de vomir. Pourquoi les bâtiments étaient-ils tous aussi laids ? L'idée de revenir à la fac me faisait mal au ventre. De devenir prof de français dans un quartier pourri, pour être le souffre-douleur d'une classe de 30 délinquants en puissance, me rendait tout simplement malade. Mon père commençait à être inquiet pour moi, je le voyais. Il ne me disait rien, mais je crois bien qu'il me comprenait. Puis vint le jour où le jeune médecin me recontacta. Le test qu'il m'avait fait passer était globalement positif, et il m'en félicitait. J'ai été invité à le rejoindre dans la communauté. Si je voulais, un lit personnel m'était réservé dans une maison pour une durée illimitée. Entre une vie nouvelle dans un lieu sûr, entouré d'amis, et mon destin de petit prof chahuté dans une ZEP, dans la seconde j'avais fait mon choix. Lorsque je l'annonçai à mon père, il coupa la télé pour siroter une bière avec moi dans la cuisine. Comme je l'imaginais, il approuvait ma décision. De toute façon, à quoi bon rester ici, me demandait-il. Qu'avais-je vraiment à attendre de la société ? Il me dit « Les jeunes ont raison de se casser de ce pays de merde et d'essayer d'en construire un mieux. Le seul intérêt de la France aujourd'hui, c'est l'hôpital que tu payes pas quand t'es malade. Est-ce que ça durera éternellement jusqu'à ce que tu sois vieux et que t'en aies besoin ? Pas sûr. Et on peut pas vivre seulement pour ça. Ma génération n'a pas eu d'utopie, c'est pas comme ton grand-père avec mes 68 et tout, c'est bien que vous ayez la vôtre, qu'est-ce qu'on a fait de notre liberté ? Nous, pas grand-chose en fait. On a juste essayé d'en chier le moins possible. L'important, c'est d'être heureux dans la vie. C'est tout ce que je veux pour toi. Et Fraternité Arienne allait me rendre heureux. Aujourd'hui, j'ai une maison, un travail, un entourage, des amis. Je vis dignement dans une société qui avance vers un but collectif. Je ne regrette rien du monde que j'ai quitté. J'espère juste que mes parents pourront prendre leur retraite pas trop tard
et que leur quartier ne part pas trop en vrille. Mais je n'ai plus de contact avec eux. L'appartenance à la communauté implique d'avoir coupé intégralement les ponts avec l'ancien monde pour pouvoir aller de l'avant et se construire un nouveau destin. Ici, tout le monde se fout de là d'où je viens, de comment j'ai été élevé et dans quoi j'ai grandi. L'important, c'est ce que je suis. Un blanc, aussi estimable et utile qu'un autre blanc. À la fin de ma journée de 7 heures, je m'endors d'un sommeil paisible. Tout ce dont j'avais besoin jusqu'alors pour meubler ma solitude est devenu inutile. Je n'ai plus aucun besoin superflu et il ne me manque rien d'essentiel. Ma vraie vie a vraiment commencé à 20 ans, quand j'ai intégré Fraternité Arienne, ma vraie patrie, ma vraie famille, et je remercie mes parents de m'avoir transmis leur gène.